Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors bonjour, bienvenue au podcast B2B & Go. Aujourd'hui, on traite d'un sujet qui, selon moi, est complètement champ gauche par rapport à tous les autres sujets qu'on a traités depuis l'origine, le début du podcast. On va parler de compassion en milieu de travail. Et oui, compassion en milieu de travail, je répète. Puis pour nous en parler, on invite Rachel Hood. Bonjour Rachel. Bonjour Simon, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très contente d'arriver avec un sujet champ gauche. Oui, hein? Écoute, on va en jaser en long et en large. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je me suis laissé quand même beaucoup de points d'interrogation. Je me suis pas scoopé moi-même avant qu'on ait le podcast ensemble. Écoute, qu'est-ce que... Peut-être nous parler de ton parcours, mais surtout nous mentionner que par rapport au parcours, qu'est-ce qui a mené à parler de compassion? On s'entend, je veux dire, la compassion, j'ai fait du yoga, j'ai eu un centre de yoga, puis j'ai eu un parcours spirituel et tout, mais amener ça en milieu professionnel. Écoute, c'est tellement une bonne question. Comment je suis arrivée à ça? Donc, moi, ça va faire au-dessus de 20 ans que je travaille dans l'industrie des communications marketing. J'ai commencé au bas de l'échelle, à la réception et joint exécutive, à explorer tous les différentes divisions qui existent dans notre superbe industrie. Et en parallèle à tout ça, j'ai grandi dans la pré-ère informatique. Donc, avant même que ça s'appelle les médias sociaux, moi, je naviguais déjà dans les versions des années 90, dans tout ce qui était les BBS, les forums. Donc, quand est arrivé les années 2000, le iPhone, tout d'un coup, était partout dans les mains de tout le monde. Moi, qui étais, depuis ce temps-là, ça faisait au-dessus de 10 ans que j'étais dans l'industrie des coms, j'avais vu une opportunité pour le marketing socio-numérique. Donc, ma carrière des 10 dernières années a vraiment, à ce moment-là, pris un élan envers la stratégie socio-numérique. Et ce qui est intéressant à comment je suis arrivée à la compassion, c'est, je dirais, après la pandémie en 2020, on a vu beaucoup d'entreprises aux prises justement à comment maintenir leur culture quand là, tout d'un coup, tout le monde était parti derrière des écrans. Et la magie interpersonnelle, relationnelle qui définissait la culture pour plusieurs était comme un peu disparue. Puis souvent, on me demandait, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça? C'est sûr, Rachel, en socio-numérique, vous n'avez pas de réponse à ça. On va aller parler au RH. Puis j'étais comme, time out. En socio-numérique, nous, on crée des cultures avec des individus qui sont par défaut derrière des écrans. Et c'est pas la technologie qui fait en sorte qu'on a des cultures fortes ou on a un sentiment d'appartenance à un groupe quelconque. C'est très humain, ces interactions-là. D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi on veut interagir ensemble? Donc, j'ai voulu creuser pour comprendre, quand on veut faire partie d'une communauté, quand on veut faire partie d'un groupe, que ce soit notre communauté, nos voisins, mais surtout dans un contexte de nos entreprises, où on a tellement de facteurs déjà lourds dans notre économie, la rétention, la compréhension de sa mission, les valeurs de l'entreprise, comment est-ce qu'on les communique. En tant que stratège, c'était impossible pour moi de ne pas vouloir aller gratter pour comprendre c'est quoi le noyau, c'est quoi ces ingrédients magiques-là qui font en sorte qu'une communauté ou une culture va fonctionner. Et puis, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'était qu'au cœur de tout ça, même avec toute la technologie, toute l'innovation technologique qu'on peut avoir, l'ingrédient, le facteur était, est-ce que la communauté a une compassion et est capable d'identifier les solutions qu'elle veut proposer à sa communauté. Encore une fois, si on veut parler dans le contexte d'une entreprise, est-ce qu'une entreprise comprend ce que son équipe a de besoin
pour mettre en place les bons outils, les bonnes solutions, les bonnes stratégies pour arriver à bon port et atteindre notre objectif commun qui est de générer des affaires, faire des profits, X, Y, Z. Mais la compassion, je trouvais ça phénoménal. Et là, on va pouvoir aller dans comme, oui, mais Rachel, c'est quoi la compassion? Parce que je le sais, moi, j'ai des tout le monde qui toi. nous écoute, puis je suis sûre que toi aussi, tu as comme une définition. Ouais. Là. Ben ouais, ça m'anime. Je te dirais, moi, j'aurais 2 définitions à te demander. Celle de la compassion. Tu parles de socio-numérique, juste pour qu'on place tout le monde sur sur la bonne case de départ. Parfait. Commençons avec la question facile, le socio-numérique. Le socio-numérique, on va le diviser, c'est dans le fond le numérique social. Pensez médias sociaux, pensez réseaux sociaux. Et moi, je fais vraiment, puis là, je vous regarde dans la caméra si vous me regardez en vidéo, là, c'est 2 choses différentes. On va éliminer le mot social pour faire la différence entre les deux. Médias, réseau. Qui dit média dit naturellement diffusion. On parle à un auditoire. Rajoute le social là-dessus, ça veut dire que l'auditoire peut interagir avec le contenu ou les diffuseurs de contenu en tant que tels, puis ils peuvent interagir entre eux également, mais la relation se veut verticale entre ceux qui diffusent et ceux qui écoutent, ceux qui consomment. De l'autre côté de la facette, qui dit réseau, dit groupe, dit interaction, dit relation. Alors, le réseau social, c'est des groupes de gens qui interagissent ensemble de façon sociale. On rajoute l'aspect numérique parce que le mot réseau social aujourd'hui veut surtout parler du numérique plutôt que de les versions qu'on a vues dans les années 1800, là, où le terme était sorti. Donc, on parle vraiment des outils numériques qui nous permettent de faciliter la création et la gestion d'un groupe, d'une communauté en ligne au sujet d'un intérêt ou d'un objectif X, Y, Z. Fait que, socio-numérique, on parle dans ce cas-là de toutes les plateformes, médias et réseaux sociaux qui nous permettent d'interagir en numérique avec d'autres gens. Parfait. La compassion maintenant. Attends une minute, on va prendre une gorgée d'eau parce que... Hein? Merci, on va faire une pause. Alors, qu'est-ce que la compassion? La compassion... Il y a une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum qui a voulu vraiment aller explorer cette notion-là de qu'est-ce que c'est la compassion en tant que telle. Parce qu'on peut... Ce que tu donnais comme exemple tantôt, puis excuse-moi d'intervenir, mais je vois un mix entre la compassion puis l'empathie. Exactement, tu vois où je m'en vais. Donc, elle, de son côté, elle était très curieuse de comprendre c'est quoi cette compassion-là, quel rôle est-ce que ça joue, et elle a voulu l'étudier dans le contexte de sa théorie des émotions. Pour qu'on soit très clair, elle le regardait d'une perspective émotive. Donc, une compréhension de la compassion, pour elle, c'était une compétence émotionnelle et cognitive, parce que oui, qui dit une émotion, on va tous vivre une sympathie avec quelqu'un ou de l'empathie avec quelqu'un, mais tu rajoutes la notion de compassion, c'est quelque chose qui te permet de bouger d'un état affectif à un état cognitif parce que tu es motivé pour résoudre la souffrance de l'autre devant toi. Puis là, je le sais, le mot souffrance, il y a le dos large, là. Mais c'est l'aspect de motivation à agir pour soulager. Alors que l'empathie est plus en mode observation, puis il n'y a pas d'action. Exactement. C'est très affectif, c'est physiologique. Tu sais, on le dit, empathie, c'est je ressens en moi ce que l'autre ressent. Donc, mon corps est capable de recréer, que je l'ai vécu moi-même, peut-être avec des expériences passées que j'ai vécues, ou que je sois juste simplement à travers toutes les histoires que j'ai vues, je suis capable d'aller le recréer en moi. La sympathie, tant qu'à elle, qui est très différent de l'empathie, c'est strictement cognitif. C'est une compréhension en groupe de ce que l'autre personne ressent. Donc, je reconnais ce que tu es en train de ressentir ou ce que tu es en train de vivre. J'ai de la sympathie pour toi, mais je ne le ressens pas physiquement, ce que tu ressens aussi. L'exemple que je donne beaucoup, c'est si tu te cognes l'orteil sur la table. Et que moi, je me suis cogné l'orteil sur la table aussi. Les chances sont très fortes que je sais exactement comment ça sent et mon cerveau est capable de recréer le genre de chaleur, douleur qui va grimper dans mon corps. Puis je suis comme « Oh my God, t'es-tu correct? Je l'ai ressenti avec toi. Ah. » Mais si je me suis jamais cogné l'orteil, j'ai aucune idée comment ça sent, mais je suis quand même capable de sympathiser avec toi pour me dire « Il vient de se blesser, ça fait mal de se blesser. Ah, t'es-tu correct? » Je vais peut-être pas avoir la même réaction physiologique que tu as eue, mais je suis capable de comprendre. Mais ça veut pas dire ni l'un ni l'autre m'ont motivé à t'aider.
Non, tu as fait de la reconnaissance. J'ai reconnu ce que tu as ressenti. Et c'est là où l'équipe de Clara Strauss, qui est une chercheuse, qui, elle, a vraiment voulu aller comprendre, OK, mais est-ce qu'on est capable d'enseigner la compassion dans ce cas-là? Si c'est vraiment plus que juste un état affectif, s'il y a vraiment un aspect cognitif là-dedans, qui dit cognitif, dit tu es capable d'assimiler l'information, puis peut-être même de recréer ce que tu viens d'apprendre. Donc, elles ont voulu aller vraiment identifier les 4-5 compétences clés qui vont composer la compassion en tant que telle. Donc, numéro 1, on en a parlé, c'est la reconnaissance. Donc, je reconnais la souffrance que tu as. La deuxième, la troisième, là, on va aller voir la sympathie, l'empathie en tant que telle. Est-ce qu'on est capable de le recréer? Ensuite, est-ce qu'on est capable de l'aligner avec une intention, une motivation de vouloir soulager la souffrance de l'autre? Souvent, on va s'arrêter à la sympathie ou à l'empathie, puis notre rôle est joué, puis on est comme, oh, on a vécu un petit moment ensemble. Mais des fois, c'est pas suffisant. Puis surtout les people pleasers dans la salle, c'est pas suffisant. On veut aider. Peux-tu tasser la table pour s'assurer que tu te cognes plus la table? Tu veux-tu que je t'amène des chaussures? As-tu besoin des bottes avec des capes d'acier pour que tu te fasses... Là, on va tomber dans les solutions. Puis après ça, on va parler de résilience à la souffrance aussi, mais ça, il le regardait vraiment plus dans les perspectives, dans les sciences infirmières, par exemple. Mais c'était pas applicable à tous les cas. Fait qu'ils se sont vraiment limités à ça. Donc moi, quand j'ai compris, OK, attends une seconde, là, c'est super intéressant. La stratège en moi qui voit tout d'un coup, attends une minute, reconnaissance, intention, motivation, pour ensuite trouver des solutions. Bien, c'est ce qu'on fait dans notre carrière en tant que stratège. On a des clients qui viennent vers nous avec une problématique. Ils nous demandent de résoudre la problématique en mettant à l'avant des solutions stratégiques pour y arriver. Surtout dans nos contextes marketing, ça va être des solutions de communication marketing pour aider à vendre ou promouvoir ou peut-être à améliorer la sensibilisation ou la reconnaissance d'un cas. J'ai fait... employeur, exact! C'est exactement ça. T'es-tu en train de me dire que la compassion, c'est de la strat? Puis là, tout d'un coup, j'étais comme chair de poule. Là, la people pleaser en moi était comme oh, je comprends ma raison d'être. Puis la stratège en moi était comme wow, une émotion qui est stratégique et rationnelle. Revolution. Mais, OK, là, tu parles de stratégie d'affaires, mais tu sais, est-ce que tu peux donner un overview de... Là, ce que je comprends, c'est que tu l'utilises, toi, comme dans ta boîte d'outils ou comme principale teinte de stratégie. En quoi ça a changé? Parce que moi, en ce moment, c'est comme de mettre un nom sur quelque chose qui existait déjà, mais tu le faisais déjà. Je le faisais déjà, mais il y avait une grosse partie de ce que je faisais qui manquait, que la compassion m'a mis comme le gros spotlight dessus. Ah, c'est quoi? Donc, ce que j'ai compris, c'est que la compassion, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai fait, OK, il y a 3 grandes phases de la compassion stratégique. Puis là, je veux vraiment différencier de ce que Clara Strauss et Martha C. Nussbaum disaient. Et là, maintenant, la stratège qui arrive avec « Attends une minute, j'ai une méthodologie. » J'ai identifié 3 grands spectres. Le premier spectre, tout le monde le fait. On appelle ça de l'exploration. On parle de reconnaissance. Fait que si tu es stratège puis tu rentres dans une phase d'exploration, c'est là où ce que tu vas vouloir accueillir ton brief, tu vas vouloir faire tes études de marché, tu vas vouloir aller bien comprendre c'est quoi la problématique du client, ensuite c'est quoi la problématique du consommateur clé en tant que tel pour aller identifier les insights. Right? Normalement, tout de suite après ça, la majorité des stratèges tomberaient tout de suite en mode solution. Ah, j'ai identifié ton problème, j'ai la solution. Mais ce que la compassion m'a montré, c'est que, attends, tu vas trop vite. Il manque une grande partie de ça. Et là, c'est là où ce que les économistes m'aiment. Parce que la deuxième partie de la compassion stratégique, c'est ce que moi j'appelle énergie. Donc, première phase, exploration. Deuxième phase, énergie. L'énergie, c'est là où ce que tu fais l'alignement avec les intentions et les motivations qui te mettent en position de pouvoir savoir quelle sera la bonne solution à proposer. Okay. Fait que là, je sais c'est quoi les vrais problèmes grâce à l'exploration, mais maintenant, là, c'est mon tour de me retourner pour voir quelles sont mes ressources que j'ai. C'est quoi mon budget? C'est quoi mon timeline? C'est quoi le personnel que j'ai pour mettre en place? Est-ce que j'ai toutes les ressources pour résoudre le problème avec la solution que je pense que je peux aller mettre en place? Souvent, les meilleurs stratèges avec les meilleures intentions vont pas être au courant de c'est quoi les ressources, les moyens d'un client ou même de son employeur en tant que tel. Puis on va proposer des solutions qui ne sont pas entièrement alignées avec les intentions et les motivations. Puis les enjeux.
Puis des fois, c'est exactement la bonne stratégie pour l'enjeu identifié en exploration, mais si c'est pas aligné avec l'énergie en place, les ressources que tu as, tu vas manquer tes objectifs, tu vas frustrer ton client, tu vas être frustré parce que là, toute ton énergie bienveillante, elle va être mise à mauvaise place. Puis là, on parle de stratégie d'affaires, puis on va y revenir, mais la connexion, puis comme tu as œuvré en marketing, en communication, d'une marque avec ses différentes clientèles. Si on va à l'extérieur de la business, est-ce que ça s'applique? Est-ce que tu trouves une application? Et je le sais que c'est difficile puis ayant travaillé en agence majoritairement, mais aussi ayant eu la chance d'œuvrer en tant que CMO dans des entreprises et maintenant aujourd'hui dans mon rôle en tant que directrice régionale d'une charité, je le sais que d'être immiscé dans la réalité du quotidien te donne accès à tellement une meilleure richesse d'exploration qui te permet d'avoir une meilleure reconnaissance, une meilleure compréhension des enjeux réels, qu'une agence externe qui va venir, surtout s'il y a une intention de travailler en mode campagne. Donc, on n'est pas là pour établir des bases d'une marque pendant 3 ans. On n'a pas on n'a pas accès à tout le temps qu'on peut avoir. On doit rapidement déployer, identifier, reconnaître, ressortir avec nos insights, puis déployer une stratégie. Quand on prend le temps de faire une très bonne approche d'exploration, que ce soit avec de l'ethnographie, que ce soit avec des études de marché, que ce soit avec une étude numérique, peu importe, il y a comme plein d'outils là-dedans qui sont accessibles à nous autres, puis on peut trouver les bons outils ou les bonnes méthodologies selon ce qu'on veut réussir à accomplir. Et qu'on prend le temps après ça d'avoir des conversations honnêtes, transparentes et authentiques avec nos clients pour vraiment aller au front avec quoi on travaille. C'est quoi les expertises de ton équipe? C'est quoi le budget court terme, moyen terme, long terme? C'est quoi vos attentes face à notre rôle, votre rôle? À quel point est-ce que vous voulez internaliser ce qu'on va mettre en place? Peu importe c'est quoi le contexte dans lequel votre relation existe en marketing. La partie énergie, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une relation avec une agence qui va être à long terme ou à très court terme. Puis ça se ressent, ça. L'énergie, c'est très dans le relationnel. C'est très dans... Il faut être dans la confiance, l'ouverture. Puis souvent, il n'y a pas accès à ces informations-là en tant que stratège qui travaille en agence en mode campagne. Où on a besoin de répondre à un RFP ou à une demande de dépôt rapide. Une commande. Et voilà. Ouais, finalement, je suis content de dire qu'on applique la compassion dans notre mode agence. Je vais apprendre quelque chose. Puis c'est là où tu vois que la troisième partie, qui est toute l'exécution après ça, les solutions qu'on a identifiées, c'est des actions, des réactions, des interactions, des transactions. C'est beaucoup dans l'action. Puis c'est là où les stratèges, normalement, on a un petit peu moins un rôle à jouer dans comment une campagne ou une stratégie, elle est exécutée, mais c'est là où tu vois la magie arriver. Tout le travail d'exploration, l'alignement de l'énergie, une fois que c'est mis en exécution, normalement, tu réussis à alléger la souffrance de ton client. Puis une souffrance, encore une fois, j'ai dit ça le mot large. Moi, j'y vais plus avec la perspective bouddhiste du grand spectre de souffrance avec les multiples émotions qui passent, autant du « je suis un petit peu frustrée » à « ça va mal ». Mais dis-moi, tu sais, je pense qu'il y a ce takes two to tango, là, dans tes différentes implantations, parce que tu travailles avec ça. T'en es l'apôtre et tu dois servir ta sauce à tes propres clients ou dans tes mandats. Qu'est-ce qui sont les freins principaux pour quelque chose parce que je veux dire, tu dois rencontrer des gens qui sont un petit peu fermés peut-être parce que quand tu te fais passer une commande puis que tu challenges au nom d'une façon dont toi tu travailles, qu'elle ait un nom ou non, ça amène ça, j'imagine. Je pense que c'est là où la compassion, pour moi, a été si utile parce qu'à la fin de la journée, ce que moi, j'essaie de faire dans un rôle, puis quand j'ai été consultante ou que j'ai été à l'emploi d'une agence, mon rôle, et même dans mon rôle de directrice régionale d'une charité, mon rôle, c'est de trouver la bonne solution que la personne qui est assise devant moi a besoin. C'est pas dans l'ego, c'est pas dans démontrer que j'ai raison, puis je sais tout, puis c'est moi qui ai les bonnes idées, c'est jamais ça. C'est vraiment d'être dans une posture d'écoute, d'empathie, de sympathie
pour ensuite amener à bon port la solution qui va être mise en place. Fait que j'investis beaucoup de temps à mériter la confiance de nos clients, que ce soit le client, la marque avec qui je vais travailler ou que ce soit leur client après ça, pour mériter les réponses qui vont vraiment informer les décisions qui vont venir par la suite. Donc, cette confiance-là nécessite que je sois capable de démontrer, de un, pourquoi je suis ici. Oui, il y a une transaction financière qui va avoir lieu à un moment donné. Tu m'embauches, puis moi, je suis à ton service pour faire de l'argent à la fin de la journée. J'ai une famille. Mais c'est vraiment dans, tu es arrivé ici avec une problématique, on va trouver les bonnes solutions, mais on va pas juste trouver la solution qui va te faire bien paraître. Et si c'est ça l'intention de la personne? Puis des fois, il y en a là, des clients qui vont arriver, « Hey, écoute, il faut qu'on arrive avec une campagne qui va faire parler nos franchisés. » T'sais, on a des super de belles campagnes qui s'adressent à nos consommateurs qui viennent dans nos restos, mais nos franchisés, ils ne se sentent pas assez vus. Merveilleux. Si c'est ça le vrai problème, on est capable de faire quelque chose qui va faire en sorte que les franchisés se sentent vus ou écoutés ou ressentis, right? Fait une personne qui est stratégique, qui y arrive avec une approche de compassion, n'a pas peur, il sait que son rôle numéro 1, c'est pas juste de demander c'est quoi le problème, c'est d'arriver à identifier c'est quoi le vrai problème derrière la demande. Puis ça, c'est une posture de compassion. C'est comme, je veux pas juste savoir comment ça se fait que tu files pas aujourd'hui. Si on était pour s'éloigner du monde d'affaires, puis vraiment regarder comment tu mets ça en application à la maison, genre. Si j'étais pour te demander comment tu es aujourd'hui, Simon? Oh, très bien. Pourquoi ça va vite, mais ça va bien. Ça va vite, raconte. Qu'est-ce qui se passe pour que ça aille vite? Beaucoup de rencontres dans une journée. Oh my God. Ça, je te comprends tellement. Moi aussi, j'en ai des grosses rencontres, mais est-ce que c'est parce que... Puis là, on est dans du fictif, hein? Mais est-ce que c'est parce que tu as beaucoup d'affaires, ça va super bien, mais as-tu comme le personnel pour t'aider? As-tu de l'aide? Une équipe en or, oui. Ouais? Oh, oui, tout à fait. Non, c'est juste que j'ai déjà une journée bien remplie, disons. Tu pourrais mériter d'avoir une autre personne comme toi, comme copie conforme de Simon Cloning. Un clone, ça serait parfait. Oh my gosh. Hey, y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider là-dedans? Je veux m'assurer que tu continues à aller super bien, mais que ça ralentisse. Parfait. As-tu besoin qu'on s'associe? Je peux en prendre un petit peu. Mais tu vois, comme juste en arrivant avec une posture de compassion, j'aurais pu, tu sais, si on était juste dans du blabla de day-to-day, j'aurais dit, oh my God, ça va bien, génial, moi aussi, ça va super bien, ce que j'ai fait un matin. Non. On aurait arrêté là. Ouais. Mais là, avec la compassion, de vouloir comprendre puis de creuser un petit peu plus, j'étais capable de comprendre. Y a-t-il quelque chose où est-ce que tu arrives, puis il y a une question, je vois qu'il y a un volet action aussi. C'est intéressant. Parle-moi donc de la compassion en milieu de travail, tu sais, pour intégrer, je sais pas si ça fait partie des mandats que tu fais, mais pour tenter d'intégrer ça dans une équipe, dans des équipes de travail comme culture, je suppose, pour transformer et améliorer des cultures de travail. Écoute, j'ai eu la chance de le faire de façon non officielle, puis j'ai eu la chance de le faire dans des contextes de coaching, surtout auprès de certaines OBNL. Okay. Puis ce qui est le fun dans ce contexte-là, où la compassion devient vraiment un outil de gestion super intéressant, un style de leadership là, qui est vraiment intéressant, c'est quand tu te mets dans une posture de compassion, puis tu le sais qu'à la fin de ta journée, toi et ton équipe, vous avez une mission X. Vous avez besoin de livrer, vous avez besoin de générer des ventes, whatever. Si tu le sais que ça, c'est ton intention puis ta motivation, mais que ton équipe, il y a quelque chose qui va pas. On livre pas sur nos objectifs. Le moral est bas. Ou l'équipe est tout le temps stressée, puis il y a comme quelque chose qui fait en sorte qu'on y arrive, mais c'est pas plaisant. Si j'arrive à regarder mon rôle de leader d'un point de vue de compassion, ça me permet d'aller plus loin que juste de donner du feedback sur ton livrable. Ça me permet de savoir, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour faciliter ta tâche? Est-ce qu'il y a quelque chose, si c'est un enjeu qui est à la famille, des fois, ou comme dans la vie privée, des fois, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est d'être là pour écouter. Ouais. Puis de laisser, genre, le bobo sortir. Moi, j'ai grandi dans la vieille école où on laissait les émotions à la porte. On laissait les problèmes de la maison à la porte. Là, on arrive dans une ère où la majeure partie de nos bureaux, ben ça s'adonne à être à la maison. Fait qu'il y a comme plus de porte derrière laquelle laisser tes choses. Fait que t'es comme... Fait qu'on l'a vu, je pense, beaucoup plus de gestionnaires qui ont fait « Oh, attends une minute, je peux plus juste te dire comme de laisser tes problèmes à la porte à la maison. T'es encore à la maison. » Fait que d'avoir cette posture-là d'écoute, en sachant très bien que si l'objectif, c'est d'avancer ensemble, on n'avance pas très bien quand il y a des membres d'équipe qui se sentent laissés derrière.
Donc, en appliquant le mode exploration, je vais apprendre à mieux te connaître. Je vais apprendre à mieux comprendre comment tu penses, comment tu travailles. As-tu ensuite accès? As-tu l'intention d'avancer en même temps que moi? Pourquoi tu es dans ton rôle? Pourquoi tu es dans ton poste? C'est quoi tes objectifs à toi de croissance? As-tu toutes les ressources que tu as besoin d'avoir? Hein? Ton salaire, es-tu assez bon? As-tu l'ordinateur qu'il te faut pour y arriver? As-tu accès à la formation et les connaissances pour y arriver? Ah non, t'aimerais ça avoir accès à plus de formation? Oh my God, OK, on va faciliter ça. Qu'est-ce qui te manque? Je vais te le mettre en place. Fait que tu vois que tout d'un coup, c'est exactement la même posture. L'exploration pour apprendre à connaître mon équipe mieux ensemble. L'alignement de l'énergie. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est quoi ton intention? C'est quoi ta motivation? Puis ensuite, je vais pouvoir, moi, en tant que gestionnaire, mettre en place les bonnes solutions pour que toi, tu puisses faire ta job, puis pas juste la faire. Tellement l'aimer qu'on va célébrer tes 15 ans ensemble. Tu sais? Dans un contexte de rétention de talent puis de sentiment d'appartenance qui est comme sur les lèvres de tout le monde. Là. On le voit, le taux de rotation, de roulement de personnel est énorme. Une approche de compassion te permet de prendre le temps et d'honorer cette posture-là. On ne dit pas au gestionnaire deviens le meilleur ami à ton équipe, là. Non. Mais justement, dans un contexte justement d'intégrer la compassion, on va dire, en milieu de travail, là, ou dans sa stratégie d'affaires, c'est quoi les étapes? Avec quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu conseillerais est-ce que les gens ont besoin absolument de quelqu'un qui est consultant dans le domaine pour l'intégrer? Est-ce que c'est... Comment tu travailles ça? Moi, je dis toujours, le meilleur endroit à commencer, c'est commence par ta curiosité, puis pose des questions. C'est gratuit. On a toutes une ressource commune qui est basée sur l'anecdote qu'on s'est partagée dans notre scénario tantôt. C'est aussi la ressource la plus limitée, c'est le temps. La première chose qu'on peut faire pour créer ce sentiment-là auprès de nos équipes, pas besoin d'un consultant externe pour le dire, c'est ouvre ton horaire, bloque du temps pour passer du temps ensemble et d'avoir ces conversations-là avec chaque membre de ton équipe, puis peut-être même avec toute l'équipe ensemble. Peut-être même juste l'équipe pour qu'eux autres, ils se parlent, puis qu'après ça, ils te ramènent les findings après ça. Des fois, tu n'as même pas besoin d'être là, tu as juste besoin de créer le temps et l'espace. Et la magie s'opère par elle-même. C'est pas très compliqué, hein, pourtant. Mais effectivement... Ça, c'est le début. Après ça, il y a des gens qui sont comme, non, regarde, ça fait pas partie de mon skill set. J'ai l'intention, mais j'ai juste pas les ressources pour y arriver. Puis si c'est un consultant externe qu'il faut, il y en a qui existent. Il y a des excellents conseillers en structure organisationnelle, en ergonomie structurelle, qui peuvent venir accompagner pour faciliter la conversation qui a besoin d'avoir lieu, surtout s'il y a un problème qu'on veut résoudre dans l'équipe. Je suis pas thérapeute organisationnelle, mais il y en a. Tu sais, tantôt, tu me posais des questions, tu avais une agilité à le faire. Tu sais, je pense que c'est peut-être de l'aide à ce niveau-là que ça prend pour certains leaders, certains gestionnaires, de dire, ça vient dans l'intention, l'intérêt, mais aussi la qualité de la façon dont tu vas poser tes questions, j'imagine. Oui. Il y a des livres aussi qui nous permettent à être de meilleurs coachs, à écouter mieux aussi. Un de mes préférés, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, j'espère que ça va être fait, ça a été écrit par... il habite au Canada, je vais l'appeler un Canadien. Michael Bungay Stanier a écrit une série de livres qui sont super intéressants. Le premier, c'est The Advice Trap. Okay. Ce livre-là, qui est très court à lire, il est phénoménal si vous prenez le REM ou si vous avez comme une période de transit ou même si vous avez juste besoin de prendre un break pour lire. Il se lit très bien, puis il est très concret. On peut rapidement le mettre en action, mais ce que j'aime, c'est qu'il nous aide à poser des questions importantes. Des questions ouvertes qui ouvrent la conversation avec nos membres d'équipe et qui ne te mettent pas dans une posture de tout de suite sauter aux solutions. En fait, son livre, lui, il se concentre sur la première partie de la compassion stratégique, c'est l'exploration. Il est fantastique. Donc, et il y a son deuxième livre qui s'appelle The Coaching Habit, qui pousse un peu plus loin là-dessus, justement. Fait que, OK, là, tu as fait l'exploration, tu as facilité, tu as trouvé je pense que c'est 7 questions magiques que tu peux poser qui t'aident à nourrir une conversation pour aller au creux du problème. Mais dans The Coaching Habit, si vous avez un désir de devenir mentor ou coach, excellent livre pour nous aider à empêcher d'aller dans les mauvais plis, de comme, hey, je veux tout résoudre tes problèmes. C'est pas ça un coach, là. Le rôle d'un coach, c'est d'aider une personne à trouver les solutions qui sont les plus appropriées pour leur contexte à eux-mêmes, puis de développer leur conscience face à ça. Fait que deux excellents livres. Pas besoin, dans ce contexte-ci, d'aller embaucher, dans ce cas-là, si on a cette capacité-là. Mais oui,
l'art du parler, l'art de la communication. L'autre truc que je donne à tellement de gens, puis il est tellement champ gauche, on reste dans la thématique du champ gauche, aller prendre des cours d'improvisation. Des cours d'impro qui t'obligent à rapidement trouver comment mettre en suite quand tout d'un coup t'es figé. Moi, je suis la première à avouer cette facilité. C'est ça. Moi, ma facilité de parler, oui, je suis verbomoteur depuis la jeunesse. Je suis TDAH. Moi, je suis capable de remplir du silence, mais souvent, ce que je disais, c'était vaporeux. C'était... Je remplissais le temps. Avec les cours d'improvisation, par contre, ça force une écoute active. Ça force une analyse du contexte dans lequel tu te retrouves avant d'ouvrir ta bouche pour faire une reprise ou une réponse ou de faire évoluer. Fait qu'il y a quelque chose de magique dans l'acte de prendre des cours d'improvisation, puis surtout si vous êtes dans un mode de vente, vous êtes en biz dev, ou vous êtes en pitch, vous êtes stratège, vous devez présenter devant des gens. L'improvisation, pour moi, est devenue un outil incomparable. Tu prends des cours? J'ai pris des cours pendant longtemps. J'ai étudié, en fait, très peu de gens savent, je n'ai pas étudié en marketing. Moi, j'ai étudié en cinéma, en théâtre, en radio, surtout pour devenir scénariste, parce que les interactions humaines me fascinent. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec les interactions humaines. Moi, après ça, là, je m'en vais chez nous et je m'écrase pendant 2 heures parce que ma batterie va être morte. On t'a déjà vidé. Mais j'ai appris à mettre ça en place pour un désir de connexion humaine honnête, pour arrêter d'être celle qui parlait pour rien dire. On développe souvent des expertises qui sont à l'opposé de ce que notre naturel était. Souvent, avec l'âge, j'ai appris que si on investit à devenir expert dans les choses qui nous rendent les plus vulnérables, c'est là où on dégage notre puissance. T'as bien dit ça. On retenait cette phrase-là comme la quote de l'épisode. Écoute, tantôt, Rachel t'a mentionné que tu étais directrice du BEC, directrice générale du BEC? Je suis directrice régionale du BEC. Le BEC, c'est c'est la charité du domaine des professionnels des communications marketing. Au niveau national, donc on est mieux connu sous le nom du NABS, National Advertising Benevolent Society. On existe depuis 40 ans au Canada et 20 ans maintenant au Québec. Puis notre mission numéro 1, c'est de s'assurer que les gens, les individus qui ont choisi notre industrie ne touche jamais à la pauvreté ou à la souffrance. Puis on y arrive justement, puis c'est drôle parce que c'est l'essence même de la compassion, de s'occuper des professionnels dans notre industrie. On y arrive en faisant 3 grands chantiers principaux. Le premier pour lequel on a été très connu historiquement, surtout les 10-15 dernières années, c'est au niveau de la santé mentale. Parce que je suis sûre que toi et ton équipe, vous le savez très bien, la santé mentale dans une industrie créative est tellement importante. C'est très difficile d'être créatif et innovateur quand ça va pas bien. D'ailleurs, on vient de passer la journée internationale, je pense. La journée internationale de la santé mentale, oui. Une belle journée, des belles interventions. C'était aussi notre événement de charité de l'automne qui a eu lieu ce jour-là, le Debbie Beck, qui avait été malheureusement, c'était censé être un tournoi de volleyball, mais il n'y a plus. On a eu une tempête tropicale qui s'appelait Debbie qui est venue nous empêcher ça. Mais c'est correct, notre communauté est très forte, puis on a converti ça. Donc, le 10 octobre, on a souligné ça avec eux. Donc, on a beaucoup investi dans les dernières années à s'assurer que tous les services en santé mentale étaient accessibles aux gens qui travaillaient dans notre industrie. Parce que si on recule l'horloge d'environ 10-15 ans, parler de santé mentale dans notre industrie, c'était tabou. Et il n'y avait pas autant de ressources qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des programmes d'aide aux employés avec des fournisseurs, par exemple, comme un dialogue, qui vont vous donner accès à des banques d'heures pour parler à un psychothérapeute, mais il y a 10-15 ans, ça n'existait pas, ça. Donc, le BEC, on avait mis en place une ligne d'aide qui permettait aux professionnels de l'industrie de nous téléphoner, peu importe qu'est-ce qu'il y avait de besoin ou qu'est-ce qui causait de la souffrance, de l'anxiété, puis on était capable de leur donner des ressources. Aujourd'hui, on continue à l'offrir à travers notre courriel de soutien, parce que
Le téléphone, les gens, ils aiment moins parler au téléphone. On a appris ça dans les consommations, les habitudes de consommation. Donc, aujourd'hui, les gens qui nous écrivent à support@bec-nabs.org si vous avez un besoin, que vous avez besoin d'alléger une souffrance quelconque, que ce soit avec votre santé mentale, vous pouvez nous écrire, puis on va vous mettre en lien avec les ressources dans votre région. Le deuxième pilier, vraiment, dans lequel on a investi, puis il est encore plus important dans le contexte dans lequel on se retrouve, c'est au niveau, justement, du développement professionnel. Parce qu'on le sait, puis surtout avec le contexte dans lequel on se retrouve, où le numérique est venu prendre des grandes parts des budgets en médias traditionnels, par exemple, fait en sorte qu'on a des grands médias, ici au Québec, au Canada, où ils ont eu des énormes mises à pied. Donc, plusieurs gens qui se sont retrouvés avec des skill sets, des compétences qui n'étaient peut-être pas transférables nécessairement. Donc, au BEC, au NABS, c'est une mission nationale qu'on se donne, où on veut vraiment aider à travers du coaching, à travers de l'orientation professionnelle, à rediriger ces individus-là pour qu'ils restent dans notre industrie, parce que c'est une belle industrie, mais on veut qu'ils soient bien. Et le troisième, qui est vraiment, je pense, le secret le mieux gardé de la charité et de l'industrie en tout et partout, puis c'est pourquoi on a reçu une augmentation de demande l'année dernière de 27%. On a un fonds de solidarité qui nous permet d'octroyer des allocations d'aide financière à court terme pour des gens qui sont vraiment confrontés à la pauvreté. On a des gens qui nous écrivent qui ont été évincés de leur maison, toute leur famille est à la rue, ils n'ont pas été capables de trouver un loyer. Donc, nous, on a une équipe qui va évaluer toutes les demandes qu'on reçoit pour aider à payer. Dans certains cas, c'est les épiceries. Des fois, c'est le bail. Des fois, c'est une chambre d'hôtel. Peu importe c'est quoi le besoin pour s'assurer qu'on peut remettre ce professionnel-là ou cette professionnelle-là sur ses pieds. Et pas juste temporairement, mais après ça, on l'accompagne, que ce soit avec la consultation financière, que ce soit avec la consultation psychologique, peu importe ce que l'individu a besoin pour pas juste sortir de la souffrance, mais après ça, d'être bien, pour pouvoir continuer à bien faire, après ça, sortir des solutions créatives et innovatrices pour ses clients ou son... Exact! Puis pas juste comme, à la base, sur le cusp d'un burn-out, non, mais comme vraiment bien revenir, puis d'être bien, puis d'être heureux, puis de faire une belle job, puis d'aller les gagner ces prix-là au concours, ou d'aller atteindre les objectifs du client. On veut réussir à faire ça ensemble. Fait que t'es une femme aux multiples chapeaux. J'en ai un à côté de moi, un autre chapeau. J'ai un beau livre. Merci. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Écoute, c'est, je dirais... Tout ce que j'ai pu discuter aujourd'hui au sujet de la compassion, c'est sincèrement grâce à ce livre-là qui célèbre son 1 an. On l'a lancé le 4 octobre 2023. Puis l'intention derrière ce livre-là, on m'a approché justement dans le contexte du « Rachel, t'as créé des communautés », parce qu'un autre fait peu connu, j'ai fondé une communauté, un groupe Facebook qui aujourd'hui compte 13 000 professionnels en communication socio-numérique. Puis comme je disais, depuis les années 90, je crée des communautés en ligne. Puis on m'a approché pour dire, écoute, il y a des gens qui maintenant, toutes leurs équipes, ce sont des communautés en ligne. Qu'est-ce que tu peux leur apprendre sur comment créer une culture forte, qui sentent un sentiment d'appartenance, puis qui se sentent fiers d'être là, puis qui partent pas non satisfaits de leur expérience. Donc, est venue l'idée de Sociable, bâtir une communauté forte, une culture forte dans un monde hybride, pour partager tous les acquis que j'avais faits en tant que gestionnaire de communauté et les partager avec les gestionnaires. Et c'est là où, justement, le cadre stratégique de la compassion est devenu le noyau du livre, parce que à tous les jours, il y a un nouvel outil numérique qui va sortir. Mais il n'y a aucun outil numérique qui va résoudre l'enjeu réel de se rapprocher entre humains. Ça ne sert à rien de chasser les technologies si on ne maîtrise pas le côté relationnel derrière ça. Donc, c'est ce que le livre m'a permis de mettre en place, mais aussi de le concrétiser, puis réaliser que dans le fond, c'est peut-être un livre socio-numérique, mais c'est surtout un livre très humain. Il est rempli de courtes histoires. Comme j'ai dit, j'ai étudié pour être scénariste, donc j'ai plein de petites courtes histoires de scénarios là-dedans, de moments clés où j'ai eu des apprentissages qui sont des fois basés dans la réalité, des fois un petit peu plus fictifs. Un petit peu exagéré, des fois. Un petit peu exagéré, mais le but, c'est justement, c'est la mise en scène pour l'apprentissage en tant que tel. Donc, c'est un livre qui est givré d'un côté et plein de fibres de l'autre, qui peut être mis en action, mais qui est plaisant à lire aussi. Donc, ça m'a permis de porter tous les chapeaux en même temps.
On va mettre le lien dans notre checklist, c'est certain. Écoute, peut-être en terminant, nous parler, puis un peu de ta pratique professionnelle, parce qu'on l'a effleuré, on a parlé de ton parcours un peu rapidement, mais juste mentionner de quelle façon tu interviens. C'est quoi tes champs d'intervention? Donc, aujourd'hui, avec le fait que je suis directrice régionale du BEC, je suis 100% de mon temps, mais non, c'est pas vrai, 80% de mon temps dédié aux professionnels de l'industrie, à essayer d'aller trouver le financement pour mettre en place ces programmes et ces services-là. Et l'autre 20% de mon temps, je suis conférencière, donc je vais intervenir dans des conférences ou même dans des entreprises auprès de leaders pour parler justement des notions de la compassion et du leadership. Donc, je présente un petit peu plus en profondeur c'est quoi chacun de ces 3 territoires-là de la compassion stratégique, comment on peut le mettre en place. Donc, c'est un privilège que j'ai de pouvoir partager ça. Et ce qui est le fun, c'est que à la fin de chaque conférence, j'invite les gens de mettre en pratique ce qu'ils ont appris avec leurs partenaires ou leurs amis à la maison avant de les essayer au travail pour vraiment comprendre le pouvoir de la compassion à tous les jours. Avec la mission que si chaque individu essaie d'injecter juste 5% plus de compassion dans leur quotidien, on a un monde meilleur. C'est peut-être utopique, mais il me semble 5%, c'est pas demander beaucoup. Non, 5%, je pense que c'est raisonnable. Atteignable. Hey, Rachel, merci beaucoup de t'être déplacée aujourd'hui, d'être venue nous voir, puis d'avoir partagé toutes ces belles notions là, avec nous, avec moi. Puis un gros merci. On va évidemment mettre toutes les informations de tes multiples chapeaux. Il y a eu beaucoup, des références, tout ça dans notre checklist. Donc, merci, j'apprécie beaucoup ton passage. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis j'espère que maintenant, les écouteurs, les auditeurs n'ont pas trop les oreilles chaudes. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.